Bonjour. 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 Ça va? Ouais, ça va très bien. Merci. Faire l'entrée, messieurs, dames. Oui, c'est bien gentil, je sais pas à quelle Alors, se mettre, si pas de réponse, sonnez à gauche, donc c'est là-bas. Bah là, nous, la cour est toujours ouverte. Ça s'ouvre, ça va s'ouvrir petit à petit. Mais c'est vrai que... Les moines de l'époque accueillaient tout le monde, sans exception. Alors, en psychiatrie, il y a 3 modes d'hospitalisation. Les pèlerins, mais y compris les mendiants, les pauvres, les malheureux, les malades, enfin, vous voyez, toute la population du Moyen-Âge qui était en errance, comme ça, à travers l'Europe. Il y a l'HL, c'est-à-dire en entrée libre, c'est-à-dire on rentre par soi-même. Il y a un deuxième mode d'hospitalisation qui s'appelle l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Donc là, c'est plus une hospitalisation libre, hein, c'est une hospitalisation sous contrainte, on appelle ça. Il faut des certificats médicaux pour rentrer sur hospitalisation en demande d'un tiers. Tu peux pas faire hospitaliser ton voisin juste comme ça pour le plaisir. Une demande de tiers, généralement, c'est une personne de la famille ou quelqu'un qui est susceptible d'agir dans l'intérêt du malade. Hein, ça peut être le tuteur, ça peut être... Voilà. Qui doit faire cette demande manuscrite. Alors le troisième, c'est l'hospitalisation d'office. Donc ça, c'est les gens qui qui troublent l'ordre public, en fait. C'est le préfet qui place la personne, en fait. Nous, on a une obligation pour certaines personnes qui sont internées de les garder internées. Et donc, il y a des services où on dit, voilà, vous êtes en pyjama, puis ça se discute même pas. Et puis si vous voulez pas être en pyjama, de toute façon, on vous prend vos vêtements et on vous met des piqûres dans les fesses, et puis ça se passe très bien, quoi. La première fonction de l'hôpital, c'est d'accueillir. On accueille tout le monde sans regarder de qui il s'agit. C'est toujours la même chose. Alors, les pauvres, les malheureux, les personnes âgées, les plus handicapés, les plus dangereux, les mourants, tous ceux qui se présentent sont accueillis. C'est la vertu du service public. C'est ça l'asile au départ. Hein, c'est un lieu d'abri, un lieu où on se réfugie. Donc il est assez galvaudé ce terme, mais malgré tout, c'est ça, quoi. La terre d'asile, et c'est la charité, c'est une terre d'asile, pour le coup. Un lieu où on est aussi enfermé parce que les autres dehors, ils vous attendent. Hein. Ils ne peuvent pas aller vous chercher quand vous êtes dedans. La préoccupation, je crois, de l'époque, c'était l'isolement. Oui, alors c'est un moyen de les enfermer, et c'est un moyen aussi de protéger la société de leur exubérance, j'allais dire. On est en face de gens qui sont malades, qui sont très malades, qui produisent des comportements très difficiles et pour eux et pour les autres. À l'époque, si vous voulez, on n'a pas de moyen de les soigner, aucun. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de psychothérapie efficace, il n'y a rien. Que faire? Effectivement, l'asile. À ce moment-là, au moment de sa naissance, l'asile est quelque chose de parfaitement compréhensible. De la léproserie, c'est passé en hôpitaux pris par des sœurs qui ont commencé à s'occuper des mendiants, puis des gens aliénés. Et progressivement, on est arrivé à la psychiatrie actuelle. Non, ça évolue dans le bon sens. Alors, on est encore dans les murs qui ont 70 ou 150 ans, mais c'est pas une... Alors, bien sûr, on aimerait, il y a certains bâtiments à rénover, hein, c'est un éternel recommencement. Mais le fond du travail, c'est du relationnel. C'est pour ça que ça nous renvoie à l'histoire très, très, très ancienne. C'est que du relationnel. C'est toujours d'actualité, c'est toujours de l'humain. Par contre, très rapidement, les bonnes intentions de l'asile montrent leurs limites. Hein. On embauche des gardiens à l'asile. On embauche des gardiens qui ont pour vocation de protéger du dehors et de protéger le dehors du dedans. Des gardiens. Donc on a des clés partout. Donc on a des portes avec des clés partout. Les gens se promènent avec des tas de clés. Et si vous voulez commémorer l'asile, vous voulez des bruits, il y a une clé. Et je vous dirais qu'aujourd'hui encore, quand on se promène dans cet univers-là, on se promène avec une livre de clés. C'est pas indifférent, c'est ça l'héritage de l'asile, hein, entre autres. Et encore, je l'ai allégé. J'ai mis le strict minimum. Et encore, il y a ma clé d'antivol de vélo. Il y a des gens qui sont enfermés là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Puisqu'à l'époque, on fermait toutes les portes à clé, vous voyez.
Donc cette porte-là ne reste jamais bien ouverte. Pour parler serrures. Mais à une époque, ils ont voulu répertorier le nombre de serrures qu'ils avaient dans l'hôpital. Parce qu'ils se sont dit, on va faire une base de données, et on va mettre toutes les serrures sur ordinateur, et comme ça, on pourra les remplacer plus facilement, puis simplifier au fil du temps et tout ça. Ils ont arrêté à 800 serrures. Voilà. On a encore après bloc médical, donc le bloc médical il n'y aura pas de problème. Par contre l'autre service, ouais, c'est une unité, on va carrément dans l'unité, donc faut pas filmer là je pense. Ouais, ouais. Ah, parce qu'il y aura les patients peuvent venir vers nous, donc ça faut éviter. D'accord, d'accord. Hein. Sinon après c'est fini. Hein. Après il faut la cuisine, donc la cuisine il n'y a pas de problème, on passe, on dépose, on voit peut-être personne. Au MAS. Les MAS, hein, la maison d'accueil spécialisée. Bah, au MAS, vous y êtes passé, je pense. En CMP, en hôpital de jour, en CATTP, etc. CATTP, centre d'accueil à temps partiel. Bon. IME. CAT. CME. Alors une file, FILE, active. C'est à l'USLD, la unité de soins de longue durée. C'est l'USP, unité de soins prolongée. Vous y êtes allé là. Unité de préparation à la sortie, UPS. On a une réglementation de la DSV, réglementation européenne maintenant. La DSV, Direction des services vétérinaires. C'est un fourbi important tout ça, c'est tout mélangé, hein, mais enfin ça fait rien. C'est une ville, on appelait ça d'ailleurs le centre psychothérapie, ou c'était peut-être encore l'hôpital psychiatrique. Oui, les bâtiments sont tous recouverts d'un toit en ardoise. Mais en réalité, à l'origine, ils ont tous un toit plat. Et en fait, le bas de l'hôpital est construit comme un sanatorium. C'est à l'identique des sanatoriums des années 30, du temps de la tuberculose. Et donc, ils sont en étage, vous voyez, le long de la pente. Et puis, ils ont tous ce style un peu années 30, là, et à toit plat. Moi, je suis rentrée en janvier, au 1er janvier 41, à l'hôpital. Et mon mari en octobre 40. Tu permets hein, que je Oui, parce que je vais plus vite que toi. C'est la meilleure mémoire. Donc on a vécu la période de la guerre avec les malades mentaux à l'hôpital. D'accord. Hein, à l'hôpital. Il y en avait qui avaient vécu la guerre précédente. Et puis d'autre part, par exemple dans les services d'hommes, avant la guerre, il n'y avait que des infirmiers, il n'y avait pas d'infirmières. Mais comme les hommes sont partis à la guerre, il a bien fallu que des infirmières viennent travailler chez les hommes. Si vous cherchez sur les registres qu'il y a au bureau du personnel, vous pourrez voir le va-et-vient des gens qui ont essayé de venir travailler à l'hôpital, mais qui n'y restaient pas. Parce qu'il faut voir comme c'était l'hôpital, hein, c'était pas beau à voir. Il n'y avait pas de traitement pour les malades, où il y en avait qui étaient enfermés dans les cellules. Il y avait aussi les camisoles de force, les malades qui étaient attachés dans les lits. Il y avait dans les réfectoires. Les réfectoires, au moment de la guerre, il n'y avait pas encore du chauffage central partout. Il y avait les gros poêles au milieu des chauffoirs. On appelait ça le chauffoir. C'était un peu la salle de jour, vous voyez, où les malades étaient parqués, disons les choses comme elles sont, hein, dans ces salles. Dans les lits, il n'y avait pas toujours des matelas, c'était des paillasses. Chez les malades qui étaient incontinentes, on disait à ce moment-là gâteuses, elles avaient des paillasses. C'est-à-dire que si elles faisaient leurs besoins dans le lit, ça tombait dans de la paille, et puis que les infirmières, elles avaient comme travail à faire de changer la paille, exactement comme les animaux. Hein. Faut voir comme c'était. Hein. C'était difficile à vivre, hein. C'est difficile à imaginer, c'est difficile à imaginer. C'était un autre monde. Hein. Même nous qui avons presque été, qui avons vécu proche de cette époque-là, ça fait encore mal de le penser. Hein. L'asile, c'est aussi ça. Quelque chose qu'on ne peut pas commémorer sans un frisson. Hein. Et peut-être au risque de vous surprendre, mais
se fait remonter l'histoire de l'hôpital il y a 1200 ans. Alors l'histoire, voilà, c'est ça. Donc ça commence en l'an 800 environ. Donc des moines viennent fonder un monastère dans une ville qui existait déjà, qui s'appelait Ser, S-E-Y-R. Bon, alors ça vient du phénicien, je crois, la ville au soleil. Chose très importante, la ville change de nom. Elle prend le nom. Donc, dans les dictons du Moyen-Âge, on disait « aller à la charité des bons pères », c'est-à-dire venir ici. Voilà ce que ça voulait dire, venir en pèlerinage ici. Donc la phrase s'est raccourcie, aller à la charité, bon, et c'est devenu la charité. Au Moyen-Âge, il les mettait dans l'abbaye, enfin le prieuré. Il est logé dans le prieuré. Après, ça s'est un peu perdu quand même. Mais c'est ce que je disais l'autre jour. Malgré tout, les hôteliers, par exemple au XVIIe et au XVIIIe siècle, avaient obligation d'avoir dans leur établissement un coin, une chambre, un truc qui réserve aux indigents, aux vagabonds, aux gens de passage. Ici ou partout Partout. Ah ouais. Donc c'est un asile, rue des Hôtelleries, dans une ville qui s'appelle La Charité. Moi je trouve ça assez... je trouve que le hasard fait bien les choses, ou à moins que ce soit pas un hasard. Ce qui est compliqué un peu à La Charité, c'est l'aspect petite ville, mais les hôpitaux psychiatriques résultent d'une loi du 30 juin 1838 qui préconisait la construction d'un asile par département. Il y avait donc le bord de Loire, il y avait le dépôt de mendicité de Napoléon là, qui existait, il y avait déjà des bâtiments, un terrain, donc ça a été repris. Et puis il y avait aussi un argument, c'est que n'ayant pas de soins pour les malades mentaux, pour les fous, on les mettait au bon air, et l'air de la Loire était considéré comme lénifiant, comme calme. Vous savez, en psychiatrie, les premiers médicaments, c'est début des années 50. Donc, vous voyez, on a attendu très longtemps. C'est-à-dire que jusqu'en 1950, on faisait que ça ici. On faisait que de l'accueil et de l'enfermement. Il y avait aussi ce volet-là. L'état d'esprit a changé à partir de cette mise en place officielle de la politique de secteur en 1974. C'est une équipe pluridisciplinaire au service d'une population, pour répondre aux gens en souffrance et les recevoir et leur faire une proposition de soins. Ah, ça a beaucoup changé, oui. Oui, 80. Ouais, les prises en charge ont changé, la façon de travailler a changé, la prise en charge du patient a changé. Ouais. On a été plus dans l'accompagnement du patient qu'avant, on était plus effectivement dans du gardiennage. D'abord, effectivement, parce qu'il y avait des pavillons où il y avait énormément de patients. Et on faisait plus du gardiennage. Et tout à fait au début, on était infirmier, mais on était aussi aide-soignant, on était ASH, on était femme de ménage, on faisait tout. Dans le pavillon, on faisait tout. Ah oui, la prise en charge individualisée, c'est... C'est récent, hein. C'est récent. C'est de l'ordre d'une petite vingtaine d'années. Hein. Non, oui. Alors en fait, déjà, le matin, on se lève, il nous lève vers les 8h, ça on n'est pas levé, déjà. Donc on prend le petit déjeuner, donc on va sur le comptoir et puis il demande ce qu'on veut. Après, pendant le petit déjeuner, il donne les cachets. Après, en général, on essaye de prendre notre douche avant les midis. Ils préfèrent qu'on essaye de le prendre le plus tôt possible, mais ils ne sont pas trop contrariants à ce niveau-là. On les prend quand on veut, mais avant midi quand même. Après, sinon, on se douche ou on fait un peu ce qu'on veut, un peu ce qu'on peut faire, quoi. C'est-à-dire soit des jeux, soit parler entre nous, soit, je sais pas, soit écrire, soit dessiner. C'est chacun sa passion aussi. Hein. Après, à midi, on mange. Il y a les cachets, naturellement. Et l'après-midi, c'est la même occupation que le matin. C'est toujours les mêmes occupations, on peut dormir et tout ça et tout. À 19h, donc à 7h, c'est le repas. Et c'est pareil, c'est les cachets aussi. Et après, on fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire jusqu'à 11h. Soit on peut se coucher tout de suite et puis ils nous donnent les cachets au lit. C'est-à-dire vers les 10h30 ou sinon on peut regarder la télé jusqu'à maximum 11h. Et après 11h, on va dans nos chambres et on fait un peu ce qu'on veut dans notre chambre. Et naturellement, après, les infirmiers de nuit, ils ont une ligne
de nuit pour voir comment on dort, si c'est saccadé, si on dort toute une nuit complète, etc. etc. D'accord. Voilà, un peu la journée, comment elle se passe. 8h moins 6, 8h moins 6, j'embauche. Enfin 7h54 si vous préférez. Température 38,4. Pas loin de 250 infirmiers, infirmières. Il y a 23 médecins, je crois, en tout. On a, je sais pas, une trentaine de psychologues. Bon, 175 lits, ça sera le grand maximum, mais encore, je pense on descendra certainement encore en dessous dans les années futures. C'est en bonne voie. On est passé de 700 patients à, actuellement, il doit y en avoir 250. La durée moyenne de séjour dans les pavillons d'entrants est de 12 jours. Par contre, il y avait effectivement des patients qui étaient là depuis tellement longtemps qu'il était difficile de les réinsérer à l'extérieur. Ça devrait représenter à peu près 60 personnes. En séjour prolongé, quasiment presque 4% de la population a eu besoin au cours d'une année. 4%. C'est beaucoup. Et au point de vue national, parce qu'au point de vue national, c'est plutôt 1,5 à 2%. D'où l'importance de l'hôpital psychiatrique dans un département comme ça, quoi. 40 millions d'euros, c'est notre budget pour faire fonctionner cette institution, où il y a quand même un peu plus de 700 agents. On a 7000 personnes qui viennent. Ah non, moi je veux pas y aller, je suis pas folle. C'était ma première réaction, puis en fin de compte, c'est une maison de repos, une thérapie, et puis bon, c'est un suivi médical qu'il nous faut, et un équilibre, et puis on le trouve très bien ici. Bah là, ça va faire 3 semaines que je suis ici, 3 semaines passées, mais j'ai fait 3 ans et demi exactement en fait en psychiatrie, depuis l'âge de 18 ans que je suis ici, mais saccadé en fait, en plusieurs... Mais j'ai fait plus de 2 ans au D1, dans un autre pavillon, enfermé en fait, complètement enfermé. Donc là, je venais complètement folle, quoi. C'est une expression, mais je devenais complètement dingue, quoi. Je suis ici depuis 3 semaines, puis je sors dans quelques jours, en fait. Moi, je suis venu de moi-même. Ça fait 1 semaine et 2 jours que je suis là. Normalement, je devrais partir cette semaine, mais c'est pas sûr parce que après une biopsie, sinon, ça sera l'autre semaine. Et bon, je n'aurai pas dû venir. Mais il y a toujours cette image de dire l'hôpital de la charité, c'est que vous êtes 5. Et c'est vrai que depuis X temps, moi j'ai toujours entendu ça. L'hôpital se fout de la charité ou vice-versa. Et donc, on a de la ventoline pour monsieur. Oui, parce que quand tu as des entrées, faut que les médocs ils se fassent rapidement. Dans l'état où je suis, moi je suis foutu. J'ai fait des vendanges, après je suis rentré dans le bâtiment comme la fin. Et après, quand on vous donne des gars pour travailler, vous dites que vous passez chef de chantier. Vous te dites, j'ai réussi ce que je voulais. Et quand vous allez tous en un seul coup, vous avez tout perdu. Vous tombez à zéro. Faut tenir le coup ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Quand on voit plus, quand on n'entend plus, quand on marche plus, il n'y a plus que la maison de retraite. Eh ben non. Ah non, non. Il n'y a pas que ça. Quand la tête elle marche encore un peu, on marche. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On se met tout doucement, on n'y voit pas. C'est d'être à la maison, vous avez manger une maison, j'ai un jardin. Bon, au départ, on s'occupe un peu de tout, on s'occupe de tout de leur retard, mais quand tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Donc là, vous commencez à déprimer, tout doucement. Vous n'avez plus envie de rien faire. Et puis au bout d'un moment, vous avez envie de vous suicider, de tout abandonner, quoi. Donc vous êtes dans un système, vous êtes dans le cerveau, vous êtes perdu. Et parce qu'il y a 2 types de tentatives de suicide. Il y a les tentatives de suicide au cours de la dépression. Alors là, c'est une maladie grave. Elle est identifiée, celle-là, en tant que maladie, encore que sans psychothérapie, elle rechute. Donc en fait, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un effondrement psychologique qui fait qu'il y a une seule issue, c'est la mort, mais les gens le ruminent pendant des semaines, commencent à repérer la poutre, ensuite vont chercher la corde, et puis la semaine suivante se disent qu'est-ce que je vais prendre comme escabeau. Enfin, l'idée de mort est construite sur des semaines, et ça c'est dans la dépression, et alors là, hospitalisation, surveillance, etc., etc. Et puis il y a la personne qui est impulsive, et qui a un manque de contrôle émotionnel, qui est dans des situations alors conflictuelles, ça peut être conflit conjugal, ça peut être n'importe quel quelque chose qui met les gens hors d'eux,
Et quand ils n'arrivent pas à s'en sortir en réfléchissant ou trouver à qui parler ou quelque chose, font une tentative de suicide. En fait, il y a une tension interne qui s'est accumulée comme dans une cocotte minute dont le sifflet serait bouché, et ça fait péter la cocotte minute, et ça explose, et l'explosion elle se traduit par la tentative de suicide, alors qu'il n'est pas fait pour rechercher systématiquement la mort, c'est-à-dire que ce n'est pas l'idée du déprimé. Le déprimé, lui, il a envisagé la tombe, l'enterrement, les gens, l'autre non, l'impulsif non, mais malgré tout, il y a le risque de mort. Dès qu'il y a une tentative de suicide, on prend très au sérieux parce qu'il y a le risque de mort, mais en général, quand on est en contact avec les gens, c'est terminé. Ils disent j'ai pété les plombs, alors vous savez, dans une famille, hein, vous pouvez faire péter les plombs à n'importe qui. Hein. Si vous êtes bien fâché, dans un couple, il y en a un qui démolit l'autre en 1 heure. Embrasse-moi, idiot. C'est vraiment beaucoup mieux que les mots. Comprendre pourquoi une personne a des troubles de comportement. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que le comportement, je pense que le comportement humain, c'est quand même plus difficile que un trouble mécanique. Pour approcher la psychiatrie, vous avez le modèle médical. Alors le modèle médical, c'est il y a une maladie mentale, il y a des gens qui sont malades et il y en a qui ne sont pas malades. Donc ceux qui sont malades se font soigner par ceux qui ne sont pas malades, et puis ensuite, il faudrait bien qu'on les place, qu'on les parque, etc. Mais c'est symptômes, diagnostic, traitement, et puis après, rechute, chronicité ou guérison éventuellement. C'est le modèle médical. Et puis il y a l'autre approche, qui est l'approche psychanalytique, c'est-à-dire qu'on est tous fous, mais à des degrés divers. Ça va de 0% à 100%, mais tout le monde. Et d'autre part, ça peut varier dans la vie. Alors que dans le premier modèle, ça ne varie pas, c'est fixé, il y a le malade, ses symptômes, le traitement. Mais il y a aussi une part de comportement. C'est-à-dire que génétiquement, vous avez peut-être une certaine faiblesse, mais dans un autre milieu social, dans un autre, avec d'autres gens, avec d'autres façons, probablement que vous auriez vécu tranquillement avec vos gènes qui déconnent un peu. Et puis, c'est la société, c'est l'école, c'est les parents, c'est la mère, c'est machin, c'est le comportement, un tas de choses qui vont perturber la personne. Hein. Bon, et puis d'autres qui vont dire, il y a probablement, c'est génétique et c'est pas la société. Hein. Tout le monde peut, à un moment ou à un autre, suivant les circonstances, suivant les consommations de médicaments ou de drogues, peut être fou. Vous avez des gens qui vont réagir à leur façon devant un traumatisme, je ne sais pas quoi, ils sont dans un tremblement de terre ou ils ont un accident gravissime, ils voient la mort de près. Il y en a qui vont réagir de façon très diverse. Il y en a qui vont faire une bouffée délirante, il y en a qui vont faire des crises d'angoisse, des trucs, alors qu'avant, ils n'étaient pas malades du tout. Mais ils étaient potentiellement, comme tout le monde, aptes à avoir une symptomatologie psychiatrique. Les gens qui sont concernés par l'asile, au fond, c'est qui? C'est les fous! Donc, pas les gens comme vous et moi qui pouvons nous déprimer. Hein. Vous pouvez facilement vous identifier à quelqu'un qui se déprime. Vous ne pouvez pas vous identifier facilement à quelqu'un qui est fou. Hein, à quelqu'un qui est fin gelé. Vous ne pouvez pas ça. C'est très difficile. Et pour cause. Hein, ça vous met immédiatement, ça vous bannit du village, ça vous met immédiatement hors de votre corps social. Le lendemain, si jamais un jour vous vous comportez d'une manière comme ça, le lendemain vous allez lire dans le regard des autres que vous ne faites plus partie de leur monde. Et vous ne pouvez pas vous identifier à ça, c'est impossible. C'est quelque chose, c'est le bannissement dans toute sa force. C'est la vraie exclusion, celle-là. Parce que là, celle-là, vraiment, vous la lisez dans le regard des autres. La seule vraie exclusion, c'est celle de la folie. Parce que là, vraiment, vous appartenez plus au même monde, et vraiment, les autres ne vous imaginent pas avec eux. Et vous pouvez toujours, vous pouvez toujours vous adresser aux autres. Ils vous répondent. Mais ils vous répondent en restant sur leur quant à soi. Ils ne vous répondent pas avec de la même manière. Ils ne vous donnent pas ni la même importance, ils ne mettent pas la même sincérité, ni le même mensonge, ni la même hypocrisie qu'avec les gens qui comptent pour eux. Vous ne comptez plus pour eux, vous ne faites pas partie de leur monde. Et vous ne pouvez plus remettre les pieds dedans. Vous pouvez après faire tout ce que vous voulez, comme simagrée, vous ne pouvez plus remettre les pieds dans la barque, c'est fini. Ça, il faut le voir. Et là, il est aussi là, l'asile. La frontière, elle est là. Ça ne concerne pas les déprimés. Mais des fois, c'est des gens qui vont demander des années et des années
d'hospitalisation, sortie, retour, avant de prendre conscience que, effectivement, ils ont peut-être un petit problème. Elle est persuadée que c'était aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entrées au moment parce que bon, c'est comme... Et puis il y a d'autant plus d'entrées que les gens peuvent se retrouver seuls à ce moment-là. Il y a des gens qui vont se mettre à boire un peu plus que d'habitude, donc ils vont peut-être pas toujours bien répondre à l'alcool ou à la drogue. Donc ils vont venir ici, ils vont finir leur fête de Noël ici, ça ira mieux après. Et puis bon, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls à cette période. Alors lui, il a disjoncté complètement. Presque. Souvent, on va retrouver des problèmes d'inceste, on va retrouver toutes ces choses-là, quoi. Problèmes de pédophilie, on va retrouver... Voilà, tout ce qu'on peut retrouver qui malheureusement sont faits aux enfants. Si c'est un problème d'alcool et qui finit en démence, ça ne peut que s'empirer. Mais on peut aussi avoir des gens qui, sous l'arrêt de l'alcool, peuvent reprendre leur vie à l'extérieur sans problème. Et puis d'autres qui vont rester là parce qu'ils ne peuvent plus sortir du fait que, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle une démence de Korsakoff, avec des lésions irréparables. C'est la démence irréversible. Plus ça va, plus il régresse. Il y a l'oubli de ce qui se passe le jour, et puis l'oubli du passé, et puis de plus en plus. Ce qui fait que le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, il a 20 ans. Qu'il est le président de la République, Jean-Paul II. Et puis essayer quand même de les maintenir dans la réalité. Donc c'est des gens qui, on va dire, on est tel jour, on est telle année. Tous les jours. À tous les jours. Ouais, voire même toutes les heures. Ou toutes les à chaque fois qu'on le croise. Mais là, ce monsieur, par exemple, il est chez lui ici. Alors effectivement, il y a des jours où c'était très difficile à gérer parce que faisaient tous ces gens chez lui alors qu'il ne les avait pas invités? Forcément, ça pose problème. Parce que c'est lui qui allait payer la facture d'eau, d'électricité. Le mot qu'il ne fallait surtout jamais prononcer, c'était lui dire « Monsieur, vous êtes à l'hôpital ». Et là, on déclenchait une crise d'agitation très importante, avec une violence que maintenant il n'y a plus, parce que malheureusement, ils se lèvent relativement plus, mais... Sont tous sous traitement psychotrope. Mais vous verrez que même avec les traitements, il ne reste pas facile, même dans leur approche physique. Oui, c'est-à-dire qu'avant les neuroleptiques, c'est clair qu'il y avait les gros bras, quoi. Ouais. Maintenant, les neuroleptiques servent de gros bras. Les médecins prescrivent par informatique. Et nous, après, par rapport aux prescriptions, on lance les calculs donc, pour chaque service et chaque patient. Et ça nous envoie donc toutes les doses à fabriquer sur cette machine. Mais c'est vrai que les hystériques, comme on voyait dans le temps, on n'en voit relativement plus. Avec les crises type grand mal, on voit plus ça. C'est-à-dire que c'était des gens qui faisaient des crises d'hystérie, mais très impressionnantes, telles que décrivait Freud, avec une rigidité du corps, elle s'arc-boutait, enfin, on voit plus ça, on ne voit plus. Avec le temps, même les pathologies ont changé. On n'a plus ces grands fous comme on voyait dans le temps. Par contre, on peut avoir des gens qui sont beaucoup plus dangereux. C'est une horreur. Bah oui, mais on a un portable, mais le portable ne fonctionne pas, donc... Allô. Souvent, pardon. Oui. On a déjà une cafétéria, c'est sympa la cafétéria. Oui. Non, ce qu'il faut, c'est pas retourner dans le camisole, quoi, c'est tout. Ouais. Ça à éviter, quoi. Parce que ça, c'est atroce. D'accord. Ça, c'est du atroce de chez atroce. C'est, je dirais, même pire que la prison. Ouais. Franchement. Oh, faut pas dire jamais. Ouais. Ça, c'est comme en prison, faut jamais perdre sa signature. Si tu fais ta signature, tu es obligé de revenir pour l'effacer. Ça, c'est bien. Mais sinon... C'est comme vous allez dans un hôtel, vous allez à l'hôtel, vous avez des heures à respecter, vous libérez les chambres à 11h du matin pour que la chambre soit refaite. Bon, il y a quand même une discipline partout, ce qui est tout à fait normal. Ouais, c'est pas le Club Med, hein, faut pas non plus exagérer. Bon, on n'a pas la piscine, faut pas se faire bronzer, faut pas se toucher à un sexe opposé ou même... Bon, il faut avoir une certaine discipline.
travailler à la blanchisserie, c'est difficile. Il y a le bruit, il y a la chaleur, il y a les machines, il y a la cadence. C'est l'usine, hein, la blanchisserie. Ici, ils sortent quand même près de 7 tonnes de linge par jour. Vous voyez ce que ça fait, 7 tonnes? Non, vous ne voyez pas ce que ça fait. Moi, je trouve que c'est l'usine. J'ai fait un stage de 8 jours en tant que directeur d'hôpital. J'ai fait un stage de 8 jours. Quand je dis 8 jours, c'est du lundi au vendredi. Non, ça fait 5 jours. Mais j'ai mis ma blouse blanche, j'ai mis machin, des trucs, et j'ai passé les bras, j'ai passé... je sais faire maintenant, je sais appuyer sur les boutons, tout ça. Je travaillais avec 2 filles, là, on est d'un côté de l'autre, on prend un bras, on peut de l'autre côté, on fait attention que ça se déplie, que les plis se passent bien pour que le machin il rentre pour plier, c'est quand même bien à faire et tout. Bon, donc, vous savez, quand vous avez fait ça la journée, hein, le bruit, la chaleur, la cadence, le machin, vous pouvez coucher. Hein. C'est archi fort. Aujourd'hui, on est sur une moyenne jour de 5 tonnes 4, 5 tonnes 6 quelquefois, avec 23 postes de travail, 33 agents à l'effectif complet et 25 litres du kilo de linge. Et 1100 mètres cubes par jour qui partent aux égouts. Comment ça se passait avant? Disons qu'on a évolué dans certains matériels, c'est-à-dire au niveau de la finition du linge en forme, on a mis tout un modernisme, c'est-à-dire qu'on engage et tout est fini. Du pliage à l'engagement, tout est automatisé. On avait débuté il y a 6 ans, on était encore avec une position manuelle pour la réception des vêtements et les refaire sur ce qu'on appelle un robot de pliage. Aujourd'hui, on a toujours le même matériel au niveau du train de finition grand plat et petit plat, mais on envisage et on espère avoir un jour une blanchisserie du nom qu'elle mérite, une vraie blanchisserie avec les process actuels. Tout ce qui était linge en forme, il y avait une grande partie manuelle. Là, on a automatisé au maximum. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une personne qui engageait sur cintre, mais avec des cintres fixes, pas repliables comme ceci. La personne engagée, cela passait dans un petit tunnel de finition 400 pièces-heure. Et ça ressortait sur une rampe et la personne reprenait les pièces et la mettait sur un robot de pliage pour le linge en forme. Donc là, on a tout automatisé, on a mis 2 engagements, un tunnel de finition 800 pièces-heure et on a mis un robot de pliage automatique, c'est-à-dire que le cintre est amovible et il revient au poste d'engagement directement. La personne ne quitte plus son poste et le vêtement est empilé par fil de 10. C'est d'abord il faut se laver les mains comme ça, après comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après les paumes des mains et puis je crois que c'est bon, il y a encore et puis l'essuyage à sec. Voilà. À sec? Oui, avec un petit chiffonnette quoi, voilà. Tout ça, et même les cintres, vous les nettoyez, oui, les supports de cintre? À chaque sortie, c'est désinfecté entièrement. Il n'y a pas de confiance dans l'hygiène. On ne fait plus confiance maintenant. Tout le monde ouvre le parapluie. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des produits qui sont, je vais dire, quasiment aseptisés. Ouais. Et sans goût. Eh oui. On peut avoir des lapins, ils peuvent prendre la clé, aller se déplacer, aller voir si les tomates mûrissent, si les salades poussent, si leurs carottes sont dans l'herbe, ils pourraient aller se promener, c'est à côté. Oui, mais il y avait les jardins, c'est vrai qu'il y avait les jardins, on épluchait les légumes, il y avait... Mais là aujourd'hui, on est tout le temps surgelé, on n'a même plus de légumerie. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une vingtaine de patients qui venaient éplucher les légumes. Aujourd'hui, c'est strictement interdit, donc... Ça, c'est dû à quoi? L'interdiction, l'hygiène. Ah, hygiène? Hygiène, tout risque, simplement. En fait, ouais. Ils venaient là dans un but thérapeutique, mais l'hygiène interdit absolument. Tous les patients peuvent être porteurs de microbes, peuvent être porteurs de plein de choses. Là, aujourd'hui, on a un cycle de menus de 8 semaines, donc toutes les 8 semaines, c'est les mêmes menus qui reviennent. Bon, puis on les modifie suivant, c'est ce que je suis en train de faire là, on les modifie suivant la saison, quoi. Chaque patient est personnalisé dans l'informatique, avec ses régimes, avec ses goûts propres. On travaille en inversion de goût. Donc tous les plats que les patients n'aiment pas sont rentrés dans l'informatique et automatiquement derrière, ça génère des plats qui sont censés aimer. Alors la liaison chaude, c'est la liaison directe, c'est-à-dire vous fabriquez, vous transportez, quand ça arrive dans l'assiette du patient, le plat ne doit pas être descendu en dessous de 65 degrés. D'accord ? Il ne doit y avoir aucune rupture de la chaîne de chaud, ce qu'on appelle. Et nous, on est en liaison froide, donc c'est le contraire. On fabrique, on redescend très vite en température, on stocke dans des chambres froides à 3 degrés, jusqu'au moment de la remise en température dans les services.
Normalement, ils devraient manger dans la barquette. Normalement, ils doivent manger dans la barquette. C'est-à-dire qu'il faut garder le côté le plus hygiénique possible. Plus vous allez avoir de manipulation, plus il y a de risques de contamination. Voilà. Donc logiquement, ces barquettes-là sont remises en température. Logiquement, ils devraient manger dans la barquette. Voilà. C'est plus du plaisir quand on est forcé comme ça. Ah oui, mais c'est moi qui Non, vous le demande. simplement, mais bien sûr, Marie-Cécile. La météo, avec des vagues continues, elle peut dire le temps pour demain, on va mettre jusqu'au Savoie. Mais là, il n'y a pas des informations. D'ailleurs, depuis la nuit dernière, surtout nos reliefs. Bah là, c'est parce que c'est pas cigarette. La cigarette, c'est aussi quelque chose qui apaise un peu les tensions. Oui, logé ou blanchi. Là, tout le monde peut sortir, là, quand même. Non. Ah bon? Sortir dehors. On sort que juste pour les pots cigarettes, c'est tout. Oui, il y a la cigarette. Ouais, la pause Ah oui, parce que la pause cigarette, on l'a pas tout le temps. Ah oui, donc vous voulez pas la louper? Non. Oui, on a des horaires. Et il y a une surveillante qui sera avec nous, au cas où. Faut fumer des À chacun son paquet de cigarettes. Ah oui. Marqué. Ah oui, il y a les noms dessus. Difficile de gérer les clopes. Pourquoi? Parce que les gens sortent et en ramènent. Et les cachent. Ah, d'accord. J'en connaissais un professionnel. Oh oui, moi aussi je le connais bien. C'est qui? Vous? C'est tous les combien la pause cigarette? 8 fois par jour. Il y a des médecins là? Non, on n'a pas de médecin jusqu'à lundi. Comment vous devez être soigné? On va vous prendre en charge. Par les infirmiers. Vous avez dû nous prendre que lundi, alors. On a fait nous faire rentrer une semaine à l'avance. Ça sert à rien. Oh, puis on sera là pour vous tenir compagnie. Hein. Ouais, heureusement. Heureusement. Moi, je m'en fous quand il me pique, après je dois m'en fous alors. Ça vous fait du bien, le père? Ah ouais? Bah, j'en ai jusqu'à 9h, je viens de pas me réveiller. Ouais. Bah, ça, par contre, c'est peut-être le traitement de nuit. Hein. Avec peur de rentrer. Ouais, parce qu'elle apprend, elle dit. Ici, on est bien parce qu'on vit avec eux, quoi. On ne connaît jamais aussi bien notre patient que quand on est directement avec eux. Est-ce que vous pouvez constater, enfin ici comme dans tous les hôpitaux d'ailleurs, mais les malades sont pris en charge par des femmes. 80 ou 90% des soignants sont des femmes. Et effectivement, il faut bien ces qualités maternantes, protégeantes, dans tous les services. Vous êtes allé à la Grange Joada? C'est la maison d'accueil spécialisée. Bon, c'est là où sont pris en charge les malades les plus lourds, polyhandicapés, déficients mentaux profonds, agités, agressifs. C'est une population vraiment pas facile. Et vous verrez, ce sont des femmes qui s'en occupent remarquablement. Donc, enfin, bon, moi j'y vois quelque chose au-delà du simple métier. C'est pas le salaire qui explique le dévouement de ces femmes-là. Ah, moi, pourquoi je suis venue là? Non, bah, c'est le hasard pur et bête, hein, en fait. Bon, alors je vais vous dire, nous, pourquoi on fait ça. Je pense que en psychiatrie, finalement, les gens n'arrivent pas par hasard. Je crois que c'est pas très gratifiant. Je crois qu'on n'a pas la satisfaction fréquente de voir des évolutions extraordinaires de la part de nos patients. Mais par contre, certainement au départ, il y a une sensibilité à un certain type de souffrance qui doit trouver un écho en nous parce qu'on a certainement une problématique personnelle à régler. Hein, et je pense que si on est sensible à ce type de souffrance, c'est pas par hasard. Ça, j'étais plus choquée, c'est toi, tu es psy. Il y a un vieux dicton qui disait on vient pas travailler en psychiatrie Par pour hasard. rien, Oui, c'est qu'on y vient aussi pour se soigner. Je pense que le point de départ, c'est ça, c'est quand même une sensibilité particulière qui tombe pas du ciel. Mais bon, c'est toujours de l'interhumain dont il s'agit. On travaille avec l'humain. Donc, tout ce qui est humain, oui, il faut travailler, j'allais dire, avec ses tripes, sinon il faut changer de boulot. Quoi. C'est aussi une vie en communauté. On retrouve toujours de l'humain partout. La passion, enfin, de la psychiatrie, mais comme dans d'autres métiers, c'est de redécouvrir sans cesse, d'aller plus loin, de chercher de nouvelles limites, de prendre en charge des patients plus difficiles. Et en fait, on ne fait qu'approfondir
la connaissance des relations humaines, c'est ça. Dans tous les livres de philo, vous lirez ça, l'homme est bio-psychosocial. Alors, il manque une dimension, celle du début. L'homme, il est bio-psychosocial et spirituel. Mais on essaye de les aider beaucoup plus sur un plan psychologique. D'où l'intérêt du développement des psychothérapies, l'art-thérapie aussi, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est un excellent moyen d'expression. J'ai fait de l'atelier de toutes sortes, hein. On a fait du papier mâché, on a fait du bois découpé, on a fait beaucoup de choses. Poterie. Poterie, et puis alors après poterie. Poterie. Comment? Poterie. Alors il fallait voir les enfants en train de malaxer la terre, tout ça. On les mettait en rang, et puis ils malaxaient avec de l'eau tiède. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux. C'est doux à la main. Au point de vue manuel, c'était formidable. Pendant 2 ans, le gosse, il avait fait de la peinture. On avait toute une grande salle. Et puis, ça lui a permis, disons, de sortir. Et dans un dessin, ils expriment peut-être davantage ce qu'ils ressentent. Et c'est ça l'objectif, c'est leur permettre de sortir de même, au plus grand nombre de malades, à ceux qui voudront bien adhérer. Voir leur jardin, aller s'asseoir sur les arbres, aller regarder si leur salade pousse, voilà. Tiens, Marcel, tu veux bien venir avec nous à la serre? Bah, ça serait. Moi, j'aimerais bien que ce soit toi qui montre les boutures que tu fais. Tu veux bien? Je m'en fous, moi. Bon, non. Ça marche. On a fait des boostés comme ça, puis un peu de cela, puis un peu de cela. Comme ça, là, comme cela, vous coupez. Voilà, tout bien. Voilà. Et ça fait une bouteille. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais. Ouais. Ah, mais il est doué, Marcel. Il a la main. La bouteille d'eau, la bouteille. Je vais faire la forme bien pour faire plaisir. Maintenant, j'ai un bon traitement, j'ai un bon suivi, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça va. J'essaye de m'exprimer par l'écriture, tout simplement. Ah, moi je fais du sport aussi, j'ai mis tout. Oui, et puis ma psychologue aussi, qui m'aide énormément, ma psychologue. Voilà, et c'est comme ça que j'exprime depuis toute petite, soit par la violence, en fait, soit par l'écriture. Je suis heureux, je suis content. Ah bon? Ouais. Vous allez voir qui là? La Françoise. Jean-Charles. Jean-Charles. Louisette. Ouais, Louisette. La Yvette. La Yvette. Le Fernand, qui voyait le câble tout le temps. Oh, Nini! C'est Nini! Je le reconnais. Oh, Nini! La Nino! C'est Nino! Voilà Nino! Oui. Amélie à Bernadette. Et si. Qui c'est Bernadette? Comment? Ça dépend, tout le monde n'a pas la même préférée. Voilà, le problème c'est ça. Je peux vous chanter Charles Aznavour? Ça vous gêne pas? Je prends moi, le du blues, c'est du rock'n'roll. Allez Laurent, on a Le Simis, c'est du rock, du blues. Et je pense que mon rock'n'roll, ce sera plus du rock'n'roll. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si tu savais dans tes bras nus me reposer. Oh petite demi. Moi, je devais vouloir aussi être chanteuse quand j'étais petite. Ou comme un doudou, ou comme un miandé, ou comme un doudou, ou comme un miandé. Hey. 8 septembre, c'est le jour de la fête patronale aussi, comme par hasard, le 8 septembre 1935. Alors, vous voyez, vous avez toute la foule, tous les charitois sont réunis pour la pose de la première pierre. Vous voyez, là, il y avait des intérêts concordants entre l'hôpital et la ville. C'est-à-dire qu'on était en train de doubler la capacité d'accueil de l'hôpital en construisant tous ces pavillons en bas. Là. Voilà. Donc c'était très important pour la ville parce qu'on allait augmenter l'emploi, on allait augmenter la vie économique de la ville. Donc très grand jour pour la charité. Et alors, le directeur fait son discours. Lui, c'est le docteur Louis Le Guillan. Il dit
J'exprime ici, à l'occasion de la pose de la première pierre du nouvel asile, l'espoir de pouvoir un jour le détruire. Vous allez avoir des gens, pas tous, mais vous allez avoir des gens qui vont vous dire « mais il y a plein de malades qui vivent à l'extérieur, c'est pas possible, vous devez tous être enfermés ». Pourquoi enfermés ? Parce que ils ont des comportements anormaux, ils sont embêtants, il faut qu'ils soient enfermés. Cette idée d'enfermer, c'est même pas l'idée de soigner, hein, c'est l'idée d'enfermer, qu'on en soit débarrassé, qu'on ne les voit plus dans la rue, que c'est fini, on peut circuler tranquille, ils sont pas là, voilà, hein, enfermés. Et ça, cette idée-là, vous la trouvez partout, pas seulement à la Charité, mais partout. Il y a beaucoup de force aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça peut poser problème pour la population. Ça dérange quand même par rapport à la population. Savoir qu'il y a des personnes qui présentent des troubles psychiques qui sont à l'extérieur. On voit bien sur la Charité toutes les personnes qui sont sorties de l'hôpital et qui vivent sur la ville. Ça peut être inquiétant. Ouais, hein. ouais, Ça peut être inquiétant, et c'est inquiétant pour certains, effectivement. Alors c'est vrai que pour la ville de la Charité, il y a un peu plus de gens un petit peu qui sont un petit peu bizarres, qui sont dans les rues. Ah bah oui, ça se voit tout de suite. Ouais, le comportement. Non, moi je trouve pas que ça se... je trouve que c'est pas très présent en fait, finalement. Voilà. Les habits, moi ils ont des habits tout seuls. Ils prennent pas soin d'eux. Ici ? Je pense qu'ils viennent de là-bas. Ça se passe comment? Oh bah bien, hein, les gars on les voit, ils nous disent bonjour. Enfin, il y en avait plus avant, il y en a qui sortent plus du tout, on les voit plus. À un moment je ne l'ai pas revue, il y en a une qui me volait, je la vois plus apparemment, j'ai appris qu'elle est internée, parce qu'on se renseigne quand même, quand on les voit plus on s'inquiète. Oui, bien sûr, mais tu comprends bien que si je te lâche, ça va pas aller. Les gens ils voudraient bien que l'hôpital il soit là, à condition qu'on ne voit pas de fous entre guillemets dans les rues. Nous, c'est vrai que nous c'est un peu le point de voir chez nous quoi. Ouais, moi je suis pas toujours très positive avec eux, c'est vrai. Je les secoue un peu par moment, hein. C'est vrai. Mais bon, à côté de ça, il y en a qui sont super sympas. Hein. Il y a aucun... C'est pas si intégré que ça dans la ville non plus, c'est quand même relativement à part, non? Je me trompe il n'y a pas une intégration de l'hôpital dans la ville qui fasse que c'est omniprésent quoi, c'est quand même là-bas, etc. Non, Ah oui, non, on n'a jamais de problème. Ils donnent des coups de main aux gens. Mais... Je vois hier, il y a un patient qui m'a dit tiens Claire, je te prête un CD pour mettre ton magasin, j'en ai marre d'écouter ta musique. Bon, allez hop, j'ai mis son CD quoi, bon voilà. C'est un problème l'asile, c'est le truc qui colle au pied, c'est le chewing-gum qui colle au pied, là, merde, on n'arrive pas à l'enlever. Hein. C'est pas un truc auquel on tienne vraiment. On rêve tous de le fermer, l'asile. Bon, actuellement il y a quand même pas mal d'ouverture sur l'extérieur. On quitte l'asile, parce que ça s'est appelé longtemps comme ça, pour aller sur l'extérieur, et donc de moins en moins d'hospitalisation. Mais bon, il y aura toujours des hôpitaux, enfin des petites cellules, enfin des petits hôpitaux où malheureusement il faudra garder les gens qu'on ne peut pas mettre sur l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas du tout se gérer. Mais dans la grosse majorité maintenant, on essaie quand même de garder les gens sur l'extérieur, de leur éviter de venir ici, quoi. Pourquoi continuer à enfermer les gens alors que notre rôle c'est d'aller vers les gens qui ont besoin de nous? On a quand même en intra-hospitalier, on a le souci permanent de faire sortir les malades sur l'extra-hospitalier. Mais pour tous ceux qui rentrent, ou à peu près, l'objectif est d'essayer de trouver une solution extérieure. On a besoin de liberté, l'homme il a besoin de liberté. Oui, il y a quelque chose que je vais vous raconter. Autrefois, tout le coteau était couvert de vignes. Mon mari, l'autre fois, vous a raconté qu'il troquait le vin, qui était donc fait avec le raisin récolté dans ses vignes, contre des pommes de terre pendant la guerre, comme il n'y avait pas à manger pour les malades. Alors,
moi, quand j'ai commencé de travailler ici, là, comme élève infirmière, puis comme infirmière, on était dans des pavillons, c'était fermé à clé, il fallait faire attention aux clés et surtout, toujours surveiller qu'il n'y ait personne qui s'en aille. Et au moment des vendanges, on cherchait dans les pavillons des personnes capables de faire les vendanges et on partait, infirmière ou infirmier, avec un groupe de malades au milieu des vignes. Et à ce moment-là, chacun s'occupait de couper le raisin et tout. Et on ne pensait pas du tout qu'il pouvait en partir. Il n'y a pas eu d'évasion. On appelait ça une évasion quand les gens partaient de l'hôpital, fuyaient donc l'hôpital. Il n'y a pas eu d'évasion pendant les vendanges. Alors moi, je trouvais ça formidable. Revenant dans les pavillons, je me disais, je ne vois pas pourquoi on est si strict avec les portes, les fenêtres, alors que là, on a vécu dehors avec les pensionnaires et c'est tout. Et voilà, c'était ça l'anecdote que je voulais raconter. Je vais sortir, on peut ouvrir directement. Ok. D'accord, merci. Merci beaucoup. On va rentrer dans le labyrinthe. On voit ce besoin d'extériorité. Donc c'est bien qu'il y ait un truc où on peut sortir. Un autre problème. Il y a tout un débat qui est relancé par les politiques, pas par les psychiatres, mais qui est relancé par les politiques, sur quel est le lieu de soins possible pour des personnes qui présentent des pathologies dangereuses dans le domaine social. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a une crainte de revoir venir l'enfermement. Parce que bon, l'hôpital évolue, vous voyez, au fil des siècles, et bon, après, on retrouve aussi le souci économique d'une ville. Nous, à force d'extérioriser les malades et de faire de l'ambulatoire, on pourrait atteindre pourrait atteindre l'idéal italien qui était prédit en 1930 de fermer l'hôpital. Bon, mais après, il y a nos idéaux professionnels s'affrontent à des réalités économiques et sociales, à des contraintes politiques, de soins qui évoluent au fil des années. On peut concevoir que par moment, il soit agressif, violent, parce que quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on vit dans un hôpital, qu'on ne voit que ces murs, forcément, on peut concevoir l'agitation. Quand il y a violence, ça se sent et ça se voit. C'est-à-dire que j'ai été agressé une seule fois par un mec, mais c'est parce que lui, il ne voulait pas sortir de l'hôpital. Et alors, il fumait du cannabis dans le pavillon, je lui expliquais que c'était pas terrible, que c'était pas notre règlement, et qu'il fallait qu'il sorte. Alors il a dit, je sortirai pas. Alors je lui ai dit, écoutez, on va voir, mais je crois que vous allez quand même sortir. Mais il s'est levé avant moi, il était aussi grand, j'ai pas pu me lever, il m'a attrapé par là, il a envoyé péter les verres des lunettes, il m'a soulevé de terre, et il m'a dit, tu vas voir ce que c'est que le poing des bûcherons qui t'arrive dans la gueule. Alors il m'a dit, je veux rester au pavillon, je veux fumer du cannabis, et puis il a ajouté, il avait beaucoup d'humour, je veux un 4x4. Ça mérite une injection, ça. On a pesanté. Mais autrement, bon, je me sens pas réellement menacé, quoi. Oui, dites-moi dans quelle salle vous êtes. Bon, ben j'arrive dans pas longtemps. À tout à l'heure. À plus tard. Au revoir. Au revoir. À demain. À tout à l'heure. Merci de votre visite, puis bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et je vous en prie. Pardon. Oui. Bonne journée à vous. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Christina. Bah, au revoir. Allez, bonne journée. Ciao.
Comment ça va se finir, ça? Moi, je sais pas trop. On dit, oh bah écoutez, hein, on va continuer. Si jamais vous allez mal, appelez-nous. C'est pour dire quand même, évidemment, je ne veux pas reprendre la parole, mais c'est pour dire que c'est peut-être difficile maintenant. Mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile et si on veut avancer, faut pas craindre. Faut pas craindre de prendre des responsabilités, mais en prenant beaucoup de précautions. Et puis d'être heureux dans ce que l'on fait. Moi j'ai toujours été heureux. Vous savez, quand j'ai changé de profession, j'ai gagné moins en changeant de profession qu'en restant où j'étais. Mais j'ai préféré venir travailler avec les gosses. J'ai fait une carrière heureuse.